Dans la nuit du 8 janvier 1889, le philosophe Friedrich Nietzsche adresse ses derniers messages au monde. Ils annoncent l'effondrement mental du génie. Il n'est pas improbable que je sois le premier philosophe d'une toute nouvelle époque. Quelque chose de décisif, d'inévitable, se situant entre deux millénaires. La suite, ce sont la maladie, la folie et la renommée mondiale. Un jour viendra où la simple évocation de mon nom ravivera le souvenir d'un lien monstrueux. Une crise que la Terre n'avait jamais encore connue auparavant. Un rappel solennel contre tout ce qui était affirmé ou possédait un caractère sacré. Mais aussi l'un des plus grands scandales de l'histoire de la pensée. Je ne suis pas un homme, non. Je suis de la dynamite. Friedrich Nietzsche est interné dans un asile psychiatrique dont il sort peu de temps après. On le juge incurable. C'est le début de 10 années de démence. Il est recueilli par sa sœur à Weimar, où il vit totalement coupé de la vie publique. Elisabeth se consacre corps et âme à son frère célibataire. Elle veille sur lui jusqu'à sa mort. C'est précisément à cette époque que ses œuvres gagnent une large audience. Ses écrits, restés longtemps méconnus, sont publiés à grand tirage. Après son décès paraîtra un nouvel ouvrage, La volonté de puissance. 30 ans après sa publication, il vaudra au philosophe un triomphe posthume dont il se serait certainement bien passé. Les écrits de Nietzsche ont été utilisés pour confirmer l'idée selon laquelle le Reich millénaire était profondément enraciné dans la tradition allemande. Et il est ainsi devenu une sorte de caution du Troisième Reich. Hitler estime qu'il s'agit de l'ouvrage philosophique le plus audacieux et le plus important de la nouvelle ère. Il est récupéré par les nazis qui l'utilisent pour faire l'apologie de la race supérieure, une propagande qui aura de funestes conséquences. Cela a bien sûr façonné l'image de Nietzsche de manière décisive. On le voyait comme l'auteur de la volonté de puissance et du concept du surhomme. C'était un tour de force d'instrumentaliser l'un des plus grands critiques de l'esprit allemand pour en faire un philosophe au service du Reich. Et personne ne s'est douté de ce que cela cachait. Nietzsche a toujours été associé à l'idéologie nazie du sang et du sol. Mais a-t-il réellement rédigé lui-même La volonté de puissance? À cette période de sa vie, il n'avait plus la capacité mentale de le faire. Tous les comptes rendus médicaux attestent qu'il n'était plus en état de reconnaître ses proches ni de prononcer un mot. C'était une déchéance radicale. Patient incurable. Paralysie progressive et perte des fonctions cognitives à la suite d'une infection syphilitique. Tel est le diagnostic consigné dans les comptes rendus médicaux. À l'évidence, Nietzsche n'est donc plus capable d'écrire. Il réagissait encore de temps en temps quand on lui parlait. Il lui restait quelques bribes de mémoire, mais dans l'ensemble, il s'affaiblissait de plus en plus. Sans compter qu'il avait été victime de plusieurs AVC, son esprit jadis si aiguisé était devenu totalement éteint. On pourrait émettre l'hypothèse que le philosophe a rédigé La volonté de puissance avant de sombrer dans la folie. Dans ce cas, le manuscrit devrait se trouver parmi les documents qu'il a archivés de façon méthodique.
Or, si vaste soit cet héritage, il ne contient pas de manuscrit de l'ouvrage en question. Il comporte en revanche des quantités de fragments de notes, des bribes de phrases à peine déchiffrables, griffonnées sur des feuilles volantes et des carnets. Cela indique que Nietzsche avait sans doute le projet d'écrire une œuvre de ce type. Mais il est certain qu'il ne l'a pas mené à son terme. En tout cas, pas lui-même. Si la volonté de puissance a marqué l'histoire, sa genèse est sujette à caution. À supposer que Nietzsche n'ait pas écrit ce livre, alors qui en est l'auteur? Les soupçons portent en premier lieu sur la personne qui a géré les écrits du philosophe à la suite de son effondrement psychique. Sa sœur, Elisabeth. Elle est la seule à avoir la main mise sur l'ensemble des archives, qu'elle tient soigneusement à l'écart du public, tout comme son frère. Désormais, elle contrôle toutes les publications qui paraîtront sous le nom de Nietzsche, à savoir chaque pensée, chaque idée qu'a exprimée le philosophe. À partir de fragments de notes choisis par ses soins, aurait-elle composé de toutes pièces ce livre que Nietzsche n'a jamais écrit? Et si tel est le cas, pourquoi aurait-elle agi ainsi? Après tout, elle semblait très proche de son frère, du moins en apparence. Sur certains clichés, elle se montre très attentionnée et affectueuse envers lui. Or, quand on connaît la réalité, on ne peut que se détourner avec épouvante de ces photos. Les réponses à ce soupçon de falsification sont à chercher dans la relation particulière entre Nietzsche et sa sœur. Leur histoire commence à Röcken, petit village de Saxe, doté d'une grande église. C'est le berceau de la famille Nietzsche. D'après son extrait de baptême, Friedrich Wilhelm Nietzsche a été baptisé ici le 15 octobre 1844 par son propre père, pasteur luthérien. 2 ans après, c'est au tour de sa sœur Elisabeth. Les 2 enfants n'ont que 4 et 2 ans lorsque leur père meurt soudainement. À la suite de ce décès, le jeune Friedrich se retrouve au centre des attentes de sa famille, qui aimerait le voir devenir pasteur, comme tous ses ancêtres masculins. Cependant, comme le montrent ses écrits de jeunesse, il doute déjà de l'existence de Dieu et de la vérité des valeurs morales chrétiennes qu'il devrait diffuser s'il était pasteur. Tandis que le jeune homme surdoué cherche sa propre voie, on apprend à sa sœur, comme à toutes les jeunes filles au milieu du XIXe siècle, que ce sont les hommes qui font tourner la roue de l'histoire, et que le rôle des femmes consiste à les soutenir avec dévouement. Or, Elisabeth ne rêve que d'une chose, échapper à ce carcan social étouffant. Tous les hommes étaient pasteurs, du côté paternel comme maternel. Quant aux femmes, elles étaient toutes mariées à des pasteurs, et Elisabeth était censée suivre la même voie. Mais plus elle avançait en âge, plus elle s'est entêtée à faire de son frère un conjoint de substitution en quelque sorte, et à vivre à ses côtés. Apparemment, Nietzsche remplit ce rôle de bon gré. À 25 ans, lorsqu'il est nommé professeur de philologie classique à l'université de Bâle, Elisabeth le suit. Pour son frère, c'est le début d'une carrière très prometteuse. C'était extraordinaire. Cet universitaire de 25 ans, nommé professeur alors qu'il n'avait même pas terminé sa thèse. Cela donne une idée de son génie. Elisabeth fréquente avec son frère les cercles de la haute société bâloise. Cette vie mondaine lui offre ce qu'elle a toujours convoité. Mais le jeune érudit ne la prend pas au sérieux. Il se moque d'elle en la surnommant le lama, sous-estimant ainsi sa volonté de s'imposer.
C'était merveilleux pour Elisabeth de fréquenter les collègues de son frère à Bâle. Elle appréciait d'avoir ses entrées dans ce milieu. Elle aimait beaucoup les mondanités, le fait d'être en représentation. Tout cela l'impressionnait beaucoup. Le frère et la sœur partagent le même toit pendant 6 ans. Les lettres respectives qu'ils adressent à leur famille montrent qu'ils vivent cette période de manière très différente. Tandis qu'Elisabeth savoure cette ascension sociale, Souris ? Friedrich, lui, a du mal à assumer son rôle. Ses obligations quotidiennes et ses responsabilités de professeur l'épuisent. Et il se sent vite dépassé. Il souffrait de migraines terribles. Il avait souvent des crises d'angoisse. Il avait besoin de quelqu'un qui le réconforte. Nietzsche n'a pas seulement besoin de réconfort, mais aussi de nouvelles perspectives professionnelles. À cette époque, il fait la connaissance de Richard Wagner, une rencontre décisive. Nietzsche succombe au charisme du grand compositeur. À l'issue de son exil en Suisse, Wagner rentre en Allemagne. Il caresse un projet grandiose et inédit, créer un théâtre musical à Bayreuth, le premier opéra national de l'Empire allemand. Pour promouvoir cette idée coûteuse et ambitieuse, Wagner veut faire de Nietzsche son porte-drapeau. D'après leur correspondance, on constate que Wagner était enthousiasmé par ce jeune homme très brillant. Ce dernier a élargi l'horizon du compositeur dans le domaine de l'histoire et de la philosophie de l'Antiquité. De plus, Wagner avait le sentiment que Nietzsche lui était entièrement dévoué, et il a très vite vu en lui un partisan de sa propre cause. Supprimer les églises pour ériger en leur lieu et place des cathédrales de l'art. Tel est le mot d'ordre que Nietzsche est censé répandre à Bayreuth. Wagner a la conviction que son art a plus à offrir aux Allemands que n'importe quelle religion, et que sa musique doit aider à restaurer la grandeur de l'Empire. L'unification du Reich en 1871 constitue l'aboutissement d'un objectif de longue date. Beaucoup de gens avaient toutefois le sentiment que cet empire, dont l'unification avait été si rapide, était dépourvu de substance intérieure, d'âme, comme on disait alors. C'est pourquoi beaucoup se sont efforcés de rechercher la clé de voûte de la culture allemande. Et la particularité de Wagner et de Nietzsche, c'est qu'ils voulaient trouver cette clé de voûte dans la musique. Je connais ce parfum. C'est un cadeau. J'ai du mal à y croire, mais c'est sa fragrance. Wagner t'a offert le parfum qu'il porte? Il est grand seigneur, du moins il l'est dans l'esprit, tout comme moi. Sais-tu l'espoir qu'il suscite en Allemagne et avec quelle impatience on l'attend? Et tout ce que cet homme nous permettra de réaliser. Dis-lui bien que nous l'accompagnerons à Bayreuth. L'ouverture du Palais des Festivals à Bayreuth est le grand événement social de l'année 1876. On y attend même l'empereur. Les rêves d'Elisabeth se réalisent. Souris. Elle est comblée. Elle veut absolument s'afficher aux côtés de son frère. Mais cette fois-ci, Friedrich ne va pas se conformer aux attentes de sa sœur. Le monde entier se presse à Bayreuth, excepté Nietzsche. Au moment où Wagner s'apprête à célébrer son plus grand triomphe, Nietzsche se retire du jeu. Il ne cède pas non plus aux exigences de sa sœur. Elle aurait certainement aimé que Richard Wagner et Friedrich Nietzsche continuent à entretenir des liens étroits. Mais Nietzsche prend ses distances. Il est amèrement déçu par le revirement de Wagner,
qui avait autrefois tant dénigré l'Église. La scène du baptême, dans Parsifal. La symbolique chrétienne confère à cet opéra une dimension mystique. Je ne reconnaissais rien. J'avais également du mal à reconnaître Wagner. Que s'était-il passé? On avait germanisé Wagner. L'art allemand, l'empereur d'Allemagne, la bière allemande, le maître allemand. Pauvre Wagner, pauvre Richard Wagner, jusqu'où était-il donc tombé? Passe encore s'il s'était retrouvé parmi les truies, mais au milieu des Allemands. La provocation fait mouche et Nietzsche coupe les ponts avec le compositeur. Il ne reparaîtra plus au Palais des Festivals, le fief de Wagner. Les mots de Nietzsche sont très forts, car ils expriment aussi une déception profonde. Il était sincèrement enthousiasmé par la musique de Wagner. En revanche, pour ce qui était des grands objectifs culturels qu'il s'était fixés, Nietzsche était convaincu que ce n'était pas lui qui devait être le porte-drapeau de la musique de Wagner, mais qu'au contraire, Wagner pourrait devenir l'apôtre de sa philosophie. Die Nietzsche noch schreiben wollte. L'impatience me rongeait. Je compris qu'il était grand temps que je prenne sur moi. À ce moment-là, mon instinct m'ordonnait inexorablement de céder à toute pulsion. Toute autre forme de protection se détachait, pour ainsi dire, de moi. Nietzsche se retire dans un village de montagne isolé, perdu dans la vallée de l'Engadine, en Suisse. Il espère s'y reposer physiquement et mentalement. Il recherchait toujours un environnement qui lui rendait la vie à peu près supportable. Il avait besoin d'ombre, il aimait les pièces sombres où il ne faisait pas trop chaud. Un jour, il a découvert le village de Sils Maria, qui est devenu pour lui le lieu idéal où passer l'été. Il y séjournait de juin à septembre, dans une petite chambre sombre où on pouvait à peine lire. Il crapahutait dans les montagnes 8 heures par jour, comme un chamois, muni de ses carnets où il notait ses pensées. Pendant ces longues promenades loin de l'agitation des hommes, le jeune philosophe conçoit ce qu'il appelle sa philosophie de la nature. Il remet en question tout ce que son époque érige en croyance et sacralise, à savoir la morale chrétienne et l'autorité de l'État. En quoi puis-je croire si je ne peux plus croire en rien? À aucune rédemption, à aucun au-delà. N'errons-nous pas dans le cosmos comme en un vide absolu? Dieu est mort. Dieu restera mort et tout s'écroule autour de nous. En quoi l'homme qui a perdu Dieu doit-il donc croire? La réponse de Nietzsche est sans concession. Crois en toi, en ta propre force. N'espère aucune rédemption dans l'au-delà. Délivre-toi toi-même. Libère-toi de toute morale dominante. Ne suis aucune idéologie, aucune religion, aucun dirigeant. Suis ta propre voie. Deviens qui tu es. La philosophie de Nietzsche n'a absolument rien d'académique, d'institutionnel. Elle est au contraire orientée vers la sphère personnelle, intime. Jusque-là, la philosophie avait toujours été une discipline objective, scientifique. Avec Nietzsche, la dimension personnelle occupe pour la première fois une place centrale. Avant lui, aucun philosophe n'avait autant mis en avant la perspective individuelle. Sans compromis, il se détache de toutes les conventions de son époque. Délaissant les longs traités théoriques, il rédige des réflexions concises sur la manière de mener sa propre vie. Il invente un style d'écriture qui correspond à sa pensée, en s'exprimant par aphorismes et par métaphores.
C'est passionnant d'entrer dans l'atelier nomade de Nietzsche, si l'on peut dire, et d'observer la manière inédite qu'il avait de travailler et de formuler ses idées. Il a redonné à la philosophie une mission existentielle. On estime aujourd'hui que l'œuvre de Nietzsche était révolutionnaire pour son époque. Cependant, au départ, elle n'a pas été perçue à sa juste valeur par ses contemporains. Le philosophe peine à vivre de ses publications. Il se retrouve en marge de la société, n'ayant ni revenu ni domicile fixe. À 35 ans, il atteint un point de non-retour lorsqu'il met un terme à son activité d'enseignant. Cette période marque aussi la fin de la cohabitation avec sa sœur. À présent, ils ne se voient presque plus et leur correspondance se raréfie. Nietzsche menait une vie nomade entre Sils Maria, Gênes et Nice, vivant dans de modestes logis. Ce n'était pas du tout la vie qu'envisageait Elisabeth. Elle n'a jamais caché le fait qu'elle voulait suivre son propre chemin, qui allait plutôt en direction de Wagner et Bayreuth. Être la sœur d'un pauvre philosophe qui crêchait dans les montagnes comme un ermite, cela ne cadrait pas avec sa vision des choses. Elisabeth s'est attirée les bonnes grâces de Richard Wagner. La jeune femme de 33 ans séjourne régulièrement quelques semaines dans la villa familiale Van Fried, accédant ainsi à l'un des cénacles les plus en vue du pays. Comblée, elle écrit à son frère qu'elle savoure la confiance intime du maître et entend le convaincre de la pertinence des idées de Wagner. Elle se rallie sans réserve au culte de la personnalité qui entoure le maître de Bayreuth. Elle adhère avant tout à ses idées politiques. Wagner, l'un des artistes les plus illustres et influents de son temps, est un antisémite déclaré. L'antisémitisme est un élément essentiel chez Wagner. Ce que le compositeur reproche aux Juifs, c'est précisément ce dont on l'a toujours accusé. Le sensationnalisme, la vanité, la vacuité intérieure. Wagner partage l'état d'esprit qui anime bon nombre de ses contemporains. Dans l'Empire, le nationalisme est en marche, et dans les couches supérieures de la société, les Juifs sont mis à l'écart. Le cercle de Bayreuth est au cœur de ce mouvement nationaliste. Elisabeth y adhère. Elle confie avec enthousiasme à son frère qu'elle y a fait la connaissance d'un homme qui s'enflamme pour les mêmes convictions qu'elle. Il s'agit de Bernhard Förster, un antisémite militant. Pendant des mois, Elisabeth cherche à le conquérir. Finalement séduit par ses talents d'organisatrice, il l'épouse. Après leur mariage, Elisabeth le suit pour réaliser un projet délirant. Bernhard Förster a l'intention de fonder en Amérique du Sud une colonie sans juifs, un paradis arien au beau milieu des marécages du Paraguay. Nietzsche a essayé de voir Bernhard Förster sous un jour positif, mais en vain. Il faut dire qu'il était contre le mouvement antisémite, qui le révoltait. Il était fermement convaincu que l'antisémitisme était un état d'esprit né du ressentiment et qui se nourrissait de jalousie et de préjugés. Or, c'était précisément ce qu'il voulait dépasser. Le 6 mars 1885, Nietzsche revoit une dernière fois sa sœur avant son départ pour le Paraguay. Il ne prenait pas son projet au sérieux. À présent, elle le met devant le fait accompli. Le climat du Paraguay serait idéal pour toi. Rends-toi compte, une vie sans connaître de migraine. C'est ce qui t'attend au Paraguay, et nous serions uniquement entre nous. Qui ça, nous? Nous, les Allemands. Nous devons veiller à garder la pureté de notre race. Mais qui dit ça? Wagner. Wagner.
Wagner apprécie tant nos marécages qu'il a décidé de partir jusqu'au Paraguay pour y fonder une nouvelle colonie au milieu des marécages. Purement allemande, purement chrétienne. Et garantie sans juiverie. Tu devrais le prendre au sérieux. Wagner? Qu'est-ce qu'il représente? Une nouvelle maladie? Arrête, tu veux? Ça suffit. Maintenant, ça suffit. Arrête avec ça. Les chemins de Friedrich et d'Elisabeth se séparent. Tandis qu'elle choisit de suivre Förster dans son projet fou, son frère part seul sillonner l'Europe. Il se sent non seulement abandonné, mais aussi trahi. S'il a beaucoup souffert de la tyrannie de sa sœur, c'est à présent son absence qui lui pèse. Ce maudit antisémitisme est la cause d'une rupture douloureuse entre ma sœur et moi. Je ne m'enthousiasmerai jamais pour cette créature de race allemande, et encore moins d'œuvrer à la conservation de la pureté aryenne. Bien au contraire. Il décrivait ses tendances suicidaires. Il avait pris de l'opium, beaucoup de médicaments, et avait écrit « Il m'est plus agréable de penser à un canon de pistolet quand ma sœur se met en colère contre moi, car je ne le supporte plus. » Le philosophe souffre de violentes crises psychiques. C'est seulement en ayant recours aux médicaments et aux drogues dures qu'il parvient à surmonter son effondrement physique. Il n'arrêtait pas d'avoir des nausées, des crises de migraine, et gardait souvent le lit pendant des semaines. Il avait l'impression qu'il ne tiendrait pas jusqu'à la fin de l'année suivante. Excepté les 10 jours que j'ai passés sous l'empire de la fièvre, toutes ces années m'ont semblé d'une urgence sans pareille. À tout juste 40 ans, Friedrich Nietzsche est gravement malade. Il peut à peine se mouvoir, ce qui ne l'empêche pas pour autant de s'atteler au travail avec fébrilité. C'est un exploit inouï. En peu de temps, il a rédigé plusieurs œuvres coup sur coup, de juin 1875 à juin 1885, et dans les 3 dernières années. Quand on pense qu'il a écrit Zarathustra en l'espace de 6 semaines, alors qu'il était alité, c'est incroyable. On a bien sûr des descriptions de cette période. Il travaillait en toutes circonstances, alors même qu'il avait commencé à perdre la vue. On continue à découvrir des choses grâce à ses notes. Comme il fallait bien qu'il bouge un peu, il griffonnait, même en marchant. C'est d'ailleurs très difficile à déchiffrer. Il s'astreignait toujours à cette discipline dans l'espoir de mener à bien son grand œuvre littéraire. En 6 semaines, Nietzsche fait descendre le prophète Zarathustra de la montagne de la connaissance. L'œuvre présente le parcours d'un sage qui ne s'adresse plus qu'à lui-même. Un nomade qui célèbre la mort de Dieu comme une libération personnelle et qui s'est affranchi de la quête des vérités ultimes. Un ermite qui n'a plus besoin de personne, qui a surmonté la haine et le ressentiment, qui vit en harmonie avec lui-même et les forces cosmiques. Un surhomme. Il avait la conviction qu'en un siècle, Zarathustra aurait, pour ainsi dire, remplacé le Nouveau Testament. Beaucoup d'éléments stylistiques de Zarathustra font d'ailleurs écho à la Bible. À ses yeux, son livre scindait l'histoire de l'humanité en un avant et un après, comme le Nouveau Testament l'avait fait.
en tout cas pour ce qui est de la chronologie. La naissance du Christ avait marqué l'heure 0, à partir de laquelle a débuté notre ère. Et Nietzsche rêvait que son œuvre ait une portée comparable. Nietzsche considère Zarathustra comme l'apogée de sa création philosophique, son œuvre majeure. Elle véhicule tout le contraire de l'idéologie de la race supérieure, au nom de laquelle Bernhard Förster tente d'édifier en vain un nouvel empire dans la jungle du Paraguay. La sœur de Nietzsche a dû se rendre à l'évidence. Le projet colonial de Bernhard Förster était un fiasco. Le monde était bien différent de l'utopie de pureté raciale prônée par le périodique Bayreuther Blätter. En réalité, les colons n'ont dû leur survie là-bas qu'à l'aide que leur ont apporté les Indiens. Ces photos de propagande que les colons envoient au pays transmettent une toute autre image. On y voit les époux Förster tenir salon, donnant une image idyllique de leur vie coloniale. Elisabeth a sans doute compris depuis longtemps que si elle veut réussir, elle ne peut tabler que sur elle-même. En 1889, Förster s'est pendu. S'il ne l'avait pas fait, les colons auraient fini par s'en charger. Il en était conscient. C'est à partir de là qu'Elisabeth a commencé à falsifier la réalité. Elle a prétendu que son mari était mort à la suite d'une chute de cheval et qu'elle devait rentrer en Allemagne. Elle a déformé la réalité sans vergogne et n'avait vraiment aucun scrupule. À la même période, au début du mois d'octobre 1889, Nietzsche arrive en Italie du Nord, à Turin. Il a 46 ans. J'occupe le même appartement que l'an dernier, au 6 de la Via Carlo Alberto, juste en face du majestueux palais Carignano. Je n'ai jamais connu d'automne semblable à celui-ci, ni même imaginé qu'un tel summum soit possible. Chaque jour était d'une perfection absolue. Je vais bien, je ne me suis jamais senti aussi bien. Triomphez avec moi car tous les cieux s'ouvrent à moi. Je viens de prendre possession de mon empire. Je ferai fusiller Guillaume devant mes yeux. Puis Bismarck. Et ensuite tous les antisémites. Y compris toi. Ma sœur. Ouais. Y compris toi. Si je cherche tout au fond de mon être la plus forte opposition, les plus crapuleux des bas instincts qui existent, alors je tombe systématiquement sur toi, ma petite sœur. Me savoir parent d'une telle espèce de canaille est vraiment une offense faite à ma divinité. Nietzsche se doute-t-il qu'Elisabeth est revenue du Paraguay? Après l'échec du projet de son mari, elle a besoin de redonner un nouvel élan à sa vie. La maladie psychique de son frère lui en donne l'occasion. Au printemps 1891, le philosophe quitte l'asile psychiatrique, car le corps médical estime qu'il n'a aucun espoir de guérison. Au cours de la même année, Elisabeth décide de revenir en Allemagne pour s'occuper de lui. Dès lors, elle met tout en œuvre pour apparaître comme une sœur dévouée, dont le seul but serait de prendre soin de ce frère qu'elle admire, tout en veillant sur son héritage littéraire et en le préservant. Elle poursuit cet objectif avec une énergie extraordinaire.
et fait aussi preuve d'une stratégie remarquable. Pour commencer, elle s'est démenée comme une diablesse pour rassembler l'ensemble des archives de Nietzsche. Elle savait que son frère avait déjà évoqué dans son entourage la relation tendue qui existait entre eux, et elle ne voulait pas que cela s'ébruite. Compte tenu de leur relation, Nietzsche n'aurait sans doute jamais fait appel à sa sœur pour assurer l'administration de ses œuvres. Et cela aurait de toute façon peu intéressé Elisabeth, aussi longtemps que le succès commercial n'était pas au rendez-vous. Mais à présent, elle se lance dans une quête sans relâche à travers l'Europe, pour rassembler jusqu'au moindre pense-bête ou brouillon écrit de la main de son frère. Elle s'est installée à Weimar en 1895, pensant que ce haut lieu du classicisme allemand, où avaient vécu Goethe et Schiller, était un bon choix. Elle y a fait bâtir une maison destinée aux archives de Nietzsche, dont elle est devenue en quelque sorte la grande prêtresse. Son but était d'élever un lieu de culte, et elle y est parvenue. Elle crée ainsi un lieu de pèlerinage destiné aux adeptes de Nietzsche, qui affluent de plus en plus nombreux des quatre coins de l'Europe. Elisabeth a fait aménager au rez-de-chaussée des pièces de réception très luxueuses, dans le style Art Nouveau, offrant ainsi un cadre fastueux aux archives. Le pauvre Nietzsche, quant à lui, passait son temps au premier étage, dans un état comateux. De temps en temps, sa sœur faisait monter des visiteurs triés sur le volet, pour leur permettre de voir le pauvre R. C'était vraiment écœurant. Elle en faisait une vraie bête de foire. Désemparé et à la merci de sa sœur, Nietzsche devient malgré lui la vedette d'un triste spectacle, dont la presse se fait l'écho. Seules les personnalités les plus en vue peuvent lui rendre visite. On ne pouvait pas approcher Nietzsche comme ça. Il fallait écrire de longues requêtes pour y être enfin autorisé. On était alors conduit sur le balcon de la Villa Silberblick pour voir le malade. Plusieurs visiteurs de marque ont rapporté que le regard de Nietzsche était le plus profond qu'ils aient jamais vu. Sa sœur entretenait une ambiance solennelle qui contribuait à faire de la rencontre de Nietzsche une expérience intense pour les visiteurs. Sur les photos, Elisabeth met en scène son frère pour plaire au public, désireux de le voir comme un mystérieux génie, comme le prophète de la nouvelle ère. Elle peaufinait l'image de Nietzsche, par exemple en entretenant soigneusement sa moustache, qui était devenue un de ses signes distinctifs. Dans l'effervescence de l'industrialisation, on assiste à l'essor des machines et de la vitesse, qui entraîne un profond bouleversement de la société. Dans ce contexte, la philosophie de Nietzsche a une portée qui surpasse celle des autres penseurs allemands modernes. Les gens lisent Nietzsche car ils ont le sentiment qu'il apporte des réponses pour l'avenir. Les socialistes, le mouvement de jeunesse, le mouvement féministe, tous sont enthousiasmés par l'énergie qui émane de sa philosophie et par la radicalité avec laquelle il souligne la perspective individuelle. L'engouement pour la philosophie de Nietzsche apporte à sa sœur notoriété, influence et richesse. Elle fait publier des quantités considérables de ses livres et se révèle être une femme d'affaires avisée. 4 ans après son retour en Allemagne, elle se retrouve à la tête d'une maison d'édition très rentable et gère en parallèle la maison des archives. Les affaires marchaient très bien pour elle. Elle publiait régulièrement de nouvelles éditions d'œuvres de Nietzsche. Elle avait des relations prestigieuses dans le milieu et côtoyait les grands journalistes de l'Empire.
Par ailleurs, elle rédigeait apparemment en toute innocence des articles et des livres où elle dépeignait son frère comme un gentil garçon qui avait toujours été tourné vers le bien. Alors qu'au départ, il était plutôt considéré comme un agitateur qui incitait les gens à avoir une sexualité débridée et voulait bouleverser l'ordre établi. Il n'était pas très apprécié de la bourgeoisie et il a fallu un certain temps pour qu'il soit accepté du grand public. Les histoires naïves rédigées par sa sœur y ont largement contribué. Dans l'ombre de son frère, Élisabeth tire les ficelles. Pour servir au mieux ses propres intérêts, elle n'hésite pas à inventer des histoires mensongères. Une œuvre inspirée par l'amour que seul un frère et une sœur peuvent ressentir l'un pour l'autre. Tel est le sous-titre d'une biographie qu'Élisabeth a publiée sur son frère. Elle y évoque un amour fraternel harmonieux qu'elle tente d'étayer par de nombreuses lettres. La plupart sont fausses, notamment celles soi-disant envoyées au Paraguay. Nietzsche écrit, ou plutôt elle écrit par exemple, « Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un autre être féminin avec qui je m'entende bien et dont la présence ne m'ennuie ni ne m'agace. » L'accent est mis sur « un autre » pour souligner qu'Élisabeth était jusque-là la seule femme dans sa vie. Le lama était de bonne compagnie et je ne lui trouverai pas de remplaçant. Il est évident qu'elle a écrit ce faux pour se mettre en vedette et valoriser le rôle unique qu'elle jouait dans la vie de son frère. Pour travestir la réalité de la relation qu'elle entretient avec son frère, Élisabeth ne recule devant rien. Pour preuve, ces traces de brûlure qui apparaissent sur des documents originaux. Ce sont des lettres personnelles de son frère, dont certains passages ont été opportunément brûlés. Élisabeth s'est ainsi adressée à elle-même des lettres que Nietzsche destinait à d'autres personnes. On a ici deux exemples, à commencer par cette lettre de Nietzsche pour sa mère. Élisabeth en a bien sûr effacé la formule « chère mère » et l'a remplacée par « cher lama ». Apparemment, la mère était mentionnée à plusieurs reprises dans la lettre, qui a dû être scindée en 3 parties, moyennant la suppression des passages correspondants. Autre exemple, la lettre de droite était adressée au départ à Malvida von Meisenburg. Le bord supérieur a été brûlé et la formule de salutation a été remplacée par « cher lama ». Voilà comment elle procédait. Ensuite, elle prétendait que la caisse où étaient archivées les lettres avait pris feu, par accident bien sûr, ce qui expliquait pourquoi la lettre était incomplète. Dans d'autres cas, elle a fait disparaître des portions de texte en grattant le papier avec une lame de rasoir, ou elle a effacé l'encre à l'aide de ciseaux. Elle ne manquait pas d'imagination et son énergie frauduleuse était sans limite. Sa stratégie machiavélique finit par porter ses fruits. 6 ans seulement après son retour du Paraguay, la sœur de Nietzsche est sur le point de parvenir à ses fins. À l'âge de 54 ans, elle entame enfin la carrière à laquelle elle aspirait tant. Le 25 août 1900, Friedrich Nietzsche meurt, après 10 longues années dans un état quasi végétatif. Sa sœur a sans doute été sincèrement affectée par le décès de son frère, qu'elle admirait tant. Mais désormais, plus aucun obstacle n'entrave sa volonté de puissance. 1 an après la mort de Nietzsche, elle prend la décision d'éditer le fameux ouvrage. Elle n'a pas osé le faire avant. Nietzsche aurait pu avoir un éclair de lucidité et comprendre ce que sa sœur était en train de faire. Elle a donc attendu qu'il soit décédé, avant d'agir sans tarder. En 1901, elle publie donc ce qu'elle présente comme l'ouvrage de référence de son frère, son véritable chef-d'œuvre. Elle a le sentiment que pour être vraiment crédible, il lui faut proposer un système qui tienne la route. D'où sa manière de structurer la volonté de puissance avec des subdivisions et des titres intermédiaires
pour en faciliter la lecture. Elle a réorganisé des passages et élaboré de nouvelles idées centrales, notamment en faveur de l'antisémitisme et d'une certaine exacerbation de l'identité allemande. En fin de compte, elle a composé cet ensemble à partir de textes que Nietzsche n'avait pas prévu de publier tels quels. Pendant des années, Nietzsche a eu le projet de mener à bien cet ouvrage. On a retrouvé 6 carnets manuscrits à ce sujet, que les spécialistes n'ont pas encore fini d'étudier. Élisabeth a puisé librement dans ses notes. Elle a modifié des passages entiers, en a falsifié ou complété d'autres. Elle a élaboré de nouvelles notions qui correspondaient non pas aux convictions politiques de son frère, mais bien aux siennes. Jamais le philosophe n'aurait composé l'ouvrage de cette façon. La pensée de Nietzsche, qui saute d'une idée à l'autre et s'exprime par aphorisme, offre quantité d'interprétations si on sort les choses de leur contexte. Avec cette forme de pensée, il est particulièrement important de tenir compte du contexte. Si on dénature le contexte de manière aussi radicale qu'elle l'a fait, alors on peut avoir une lecture tout à fait différente du surhomme. On peut en faire un chantre de la germanité et un partisan du mouvement antisémite. Or, Nietzsche a écrit une centaine de fois que l'esprit allemand ne serait rien sans l'esprit juif. Sa sœur a bien sûr occulté cela, ce qui fait que Nietzsche est apparu comme un défenseur de l'esprit germanique, alors qu'il n'avait aucunement l'intention de passer pour le grand philosophe du Nouvel Empire. Élisabeth a toujours misé sur des hommes qui voulaient marquer l'histoire de leur empreinte. En 1933, arrive au pouvoir celui qui allait bouleverser à jamais le cours des événements. La sœur de Nietzsche lui apporte un fondement intellectuel qui nourrit sa propagande. Rien n'est plus éloigné de la philosophie de Nietzsche que l'hystérie qui s'empare des masses ces années-là. Pourtant, il est désormais l'auteur culte de ceux qui se proclament de la race des seigneurs et prétendent restaurer la grandeur de l'Allemagne. Adolf Hitler cherche à se rapprocher du souvenir de Nietzsche par le truchement d'Élisabeth, à qui l'on doit selon lui la prise de conscience des grands objectifs de la race aryenne. Hitler lui rend fréquemment visite. En l'espace de 14 mois, il répond 8 fois aux invitations qu'il a reçues pour venir à Weimar, comme le note Élisabeth dans son journal. Pour soigner son image auprès du grand public, il se met en scène à la villa Silberblick, comme un hôte animé de bons sentiments qui vient rendre visite à une dame âgée. Hitler est conscient de la valeur accordée au symbole. Il parvient très bien, au prix d'un léger glissement, à utiliser à ses fins l'image de Nietzsche qu'a façonnée Élisabeth. Il cultive l'image de sa propre profondeur. Je ne pense pas que ses visites à Weimar aient été guidées par une quelconque quête d'inspiration intellectuelle. Avec Bayreuth, les archives Nietzsche comptent parmi les plus grands sites culturels de la propagande nationale-socialiste. À la suite de froids calculs, la sœur de Nietzsche parvient à s'ériger en gardienne du culte rendu au philosophe, culte qu'elle a elle-même créé et qu'elle continuera d'alimenter jusqu'à un âge avancé. Elle obtient enfin la reconnaissance à laquelle elle a toujours aspiré. À 86 ans, elle fait partie des femmes les plus influentes du pays. À la fin de sa vie, Elisabeth Förster-Nietzsche a atteint son but, être au cœur du pouvoir. Elle meurt le 8 novembre 1935. Hitler vient en personne assister à ses funérailles, tel un fils endeuillé faisant ses derniers adieux à sa mère. Ce n'est que plusieurs décennies après sa mort que l'on a pris la véritable mesure de l'usurpation à laquelle elle s'est livrée.
À ce jour, les recherches menées par les spécialistes ne sont pas encore terminées, mais leurs résultats se dessinent déjà. Il est évident qu'elle a eu une influence à long terme sur la postérité des œuvres de son frère et a fait en sorte qu'il ne puisse être véritablement compris pendant longtemps, même à travers ses écrits. À cet égard, elle reste un personnage de l'histoire de la pensée allemande dont on aurait préféré qu'elle n'ait aucun lien avec Nietzsche. Friedrich Nietzsche n'a pas été en mesure d'achever son œuvre. Toutefois, il nous a légué un message intemporel qui contredit la folie perpétrée en son nom à travers l'Allemagne.